Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un livre intéressant, un livre d'un philosophe des sciences, un scientifique, c'est Étienne Klein. Étienne Klein qui a une émission sur France Culture qui est très intéressante et que je te propose d'aller découvrir. Et en fait Étienne Klein a écrit un livre qui s'appelle « Tout n'est pas relatif ». Alors en fait ce livre, c'est tout simplement un rassemblement de plusieurs de ses chroniques qu'il a écrit au cours de l'année. Et en fait, le fil d'Ariane, évidemment, du livre va être de nous démontrer tout simplement que, effectivement, tout n'est pas relatif. Alors le livre commence par quelques phrases quand même pour nous rappeler quelque chose d'évident, c'est que la proposition « tout est relatif » est une proposition absolue. C'est-à-dire que la proposition, en fait, s'autodétruit d'elle-même, puisque si tout est relatif, alors tout ne peut pas être relatif, puisque la proposition « tout est relatif » est une proposition absolue et non relative. Ensuite, Étienne Klein, en fait, nous questionne sur la manière dont nous acquérons les savoirs, la manière dont nous formons, en fait, les connaissances que nous avons. Et il critique le fait que, il commence à y avoir une frontière de plus en plus mince entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et qu'aujourd'hui, si on sait beaucoup de choses, on ne sait pas comment on a acquis ces choses, comment ces connaissances ont été acquises. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, on sait ce qu'est la théorie du Big Bang, c'est un consensus scientifique, et on sait très bien expliquer ce qu'est le Big Bang. C'est-à-dire que vous demandez à n'importe quelle personne dans la rue, il saura à peu près vous expliquer ce qu'est la théorie du Big Bang. Mais personne ne sait comment on a acquis en fait cette connaissance, la connaissance en la théorie du Big Bang. Et en fait, le fait de savoir comment en fait se sont formés ces savoirs et ces connaissances, nous permet de savoir comment fonctionne le savoir en sciences et de savoir comment on arrive à avoir des consensus scientifiques. Et c'est ce qui est extrêmement important parce que ça nous permet en fait de faire la différence entre le vrai et le faux et de faire la différence entre ce qui est du domaine de la connaissance et ce qui est du domaine de la spéculation. Et on arrive de moins en moins en fait à faire, selon Étienne Klein, cette différence-là, ce qui fait qu'effectivement, tout a tendance à devenir relatif, aussi bien les fake news que les faits réels. Et puis il nous dit aussi également dans le livre, à un passage, à un endroit, c'est que souvent, quand on répète des bêtises et qu'on voit cette bêtise dans tous les médias, ça a tendance à devenir une vérité. Et très souvent, en plus, les médias accordent beaucoup plus d'importance aux fake news plutôt qu'à leur réfutation. Et puis d'ailleurs, nous dit Étienne Klein, il faut beaucoup plus de temps pour redonner de la confiance après une fake news que de casser la confiance par une fake news. Ce qui fait que les fausses informations, elles prennent beaucoup de place dans l'actualité, plus que la réfutation en fait de ces fausses informations, alors qu'il faudrait véritablement que ce soit l'inverse. Parce que je viens de le dire, il faut beaucoup plus de temps pour retrouver la confiance en une information dont on nous a fait douter, tout simplement, qui que ce soit qui nous ait fait douter. Et très souvent, on voit l'inverse dans les médias. C'est-à-dire qu'on consacre beaucoup de temps aux fausses informations, à dire peut-être que c'est une fausse information, mais très peu de temps à expliquer véritablement en quoi cette information est fausse. Et Étienne Klein nous rappelle en plus par la suite que très souvent, ce qui forme la vérité dans la tête des gens, dans la tête de la population, c'est tout simplement les informations qui nous sont répétées et qui sont là, présentes sur Internet très très souvent et qui sont à notre vue quotidiennement. Sauf que l'information quotidienne, c'est pas forcément l'information réelle. L'information quotidienne, c'est l'information en fait qui vient des plus motivés, c'est-à-dire des militants. Donc c'est une information qui est très souvent l'information qu'on a, c'est une information qui est très souvent l'information des plus motivés, des militants. C'est une information qui est subjective. Et très souvent, on a de fausses informations distribuées partout sur Internet d'une manière extrêmement massive par des militants extrêmement déterminés à faire passer leurs idées, alors que ce sont des idées fausses. Et donc du coup, ça crée dans nos têtes une confusion et le citoyen lambda n'arrive plus véritablement à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et pour Étienne Klein, c'est extrêmement dommageable. Alors ensuite, le livre est découpé, comme je te l'ai dit, en plusieurs chroniques. Je ne vais pas te parler de toutes les chroniques, ce serait beaucoup trop long. Par contre, je vais te parler des chroniques en fait qui m'ont le plus parlé à moi. Donc il y a une chronique en fait où Étienne Klein nous parle en fait de notre addiction, l'addiction de notre civilisation aux énergies fossiles. Et en fait, cette chronique, il l'a appelée « esclaves énergétiques ». Donc il nous rappelle qu'au départ, nos esclaves énergétiques étaient des esclaves humains et que depuis quelque temps, on n'a plus d'esclaves humains. Et donc du coup, nos esclaves sont devenus des machines, mais ces machines ont besoin d'énergie pour fonctionner. Et en fait, c'est pas pareil en fait d'exploiter un être humain que d'exploiter une machine. Et donc depuis qu'on exploite des machines, on a l'impression qu'en fait on est beaucoup plus éthique, ce qui est le cas véritablement, on est plus éthique.
Sauf qu'on n'est pas véritablement complètement dans l'éthique parce que eh bien, ça a une incidence sur les écosystèmes et ça a une incidence du coup sur des êtres humains, voire sur les êtres humains dans leur globalité, et bien d'avoir des esclaves énergétiques et d'utiliser l'énergie d'une manière aussi d'une manière aussi essentielle, c'est-à-dire que nos civilisations véritablement fonctionnent autour de la production et la consommation. Et cette production-consommation réclame de l'énergie et on ne peut absolument pas se passer du charbon, du gaz ou du pétrole. Ces énergies, le charbon, le gaz ou le pétrole, ce sont des énergies qui mettent beaucoup de temps à se former, des milliers d'années. Et donc du coup, ce sont des énergies qui vont bientôt avoir une fin. C'est-à-dire que ce sont des énergies qui ne sont pas comme ça sans cesse renouvelables. Et en plus, il y a une incidence avec le réchauffement climatique, etc. Donc véritablement, en fait, Étienne Klein nous propose dans cette chronique de véritablement nous interroger sur le combustible de notre civilisation, le combustible de notre système capitaliste, le combustible de nos vies, qui est l'énergie fossile. Et nous sommes véritablement addicts à l'énergie fossile, en ce sens que quand nous sommes addicts à une drogue, nous avons besoin de cette drogue pour vivre, mais en même temps, cette drogue nous détruit. Et c'est exactement ce qui se passe avec les énergies fossiles. Les énergies fossiles, on en a besoin pour avoir une consommation accrue, pour produire des produits, pour faire fonctionner nos machines, qui nous donnent tellement de confort, mais en même temps, cette énergie, ces énergies fossiles, sont en train de détruire la planète. Donc nous avons besoin pour faire tourner notre civilisation de ces énergies fossiles, mais en même temps, ces énergies fossiles sont en train de détruire notre civilisation et en train de détruire notre planète. La chronique qui m'a intéressé également, en fait, c'est une chronique sur l'atome. C'est-à-dire qu'Étienne Klein nous rappelle que les premiers philosophes, les premiers penseurs de l'atome, les premiers atomistes, en fait, pensaient qu'on pouvait découper comme ça la matière et qu'au bout d'un moment, en fait, on arrivait à un atome qu'on ne pouvait pas découper, en fait, et voilà, on arrivait à l'atome premier, etc. Donc il nous cite Épictète, Démocrite, voilà, ces gens qui ont pensé, réfléchi l'atome, qui ont eu beaucoup de controverses, en fait, autour de l'atome. Et au final, on se rend compte aujourd'hui, en fait, que l'atome ne ressemble pas à ce que nous disaient ces gens. L'atome, c'est quelque chose qu'on peut couper, qu'on peut scinder. Alors on pourrait dire, nous dit Étienne Klein, que c'est un problème d'échelle, qu'en fait, les particules élémentaires, ce sont les atomes dont parlaient ces premiers penseurs. Sauf qu'en fait, non, c'est plus compliqué que ça. Donc en vérité, les atomes tels que les ont pensés nos premiers grands penseurs tels que Démocrite, n'est pas l'atome qu'on a découvert aujourd'hui. Cependant, il nous explique que le fait que des penseurs aient imaginé cet atome, qu'il y ait eu des débats comme ça pendant plusieurs centaines d'années sur ce qu'est l'atome, c'est ce qui a permis de faire des recherches et d'arriver en fait à rechercher et à trouver enfin cet atome. Et donc ce qu'il veut en fait nous faire passer, à mon avis, dans cette chronique, ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est tout simplement l'intérêt qu'il y a à parler d'un sujet qu'on a imaginé quand bien même on n'a pas encore les preuves pour montrer ce que c'est. C'est-à-dire qu'on a véritablement quelque chose d'intéressant dans le fait de discourir de théories ou d'hypothèses qui n'ont pas encore été démontrées. Ça reste important d'imaginer en fait des hypothèses et d'essayer de les confronter à la réalité. C'est ce qui permet en fait aussi, pas seulement, mais c'est un élément qui permet de faire avancer la science. Et donc Étienne Klein nous rappelle ça et j'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, il y a une chronique en fait qui est hyper passionnante en fait sur la création de l'univers. Et Étienne Klein nous rappelle qu'en vérité, si aujourd'hui il y a consensus autour de la théorie du Big Bang, il n'y a absolument personne qui sait ce qu'il y avait avant le Big Bang. Et en fait, le Big Bang n'a pas pu émerger de rien, parce qu'il n'y a rien en science qui émerge de rien. Et que quelque chose ne peut pas émerger du rien. Donc il y avait forcément quelque chose avant le Big Bang, et qu'on soit scientifique, qu'on soit scientiste, qu'on soit créationniste, qu'on soit rationaliste, tous ces gens-là ne savent pas ce qu'il y avait avant le Big Bang. Et donc, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier, pensant que, évidemment, on sait d'où vient le monde, que voilà, le Big Bang s'est formé, etc., que l'univers s'est mis à grandir et que cette expansion en plus accélère. Et voilà, et on a cette théorie en tête, cette théorie qui en plus a été vérifiée par certaines preuves dans la réalité. Donc, on se dit que voilà, la création de l'univers, c'est le Big Bang, point barre. Mais avant le Big Bang, il y avait quoi? Et ça, c'est véritablement une question qui est passionnante. On sait également, depuis l'avènement de la deuxième loi de la thermodynamique, que
notre univers va vers une mort thermique. Et donc tout ce qui va vers une mort thermique par usure en fait, par entropie. L'entropie en fait c'est passer d'un état initial à un autre état, un état d'organisation en fait. L'état initial est un état très organisé à un état beaucoup moins organisé en vérité. C'est à peu près ça en fait la définition. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas ce qui est important dans cette chronique. Ce qui est important dans cette chronique, c'est de comprendre que depuis l'avènement de la deuxième loi de la thermodynamique, on sait que l'univers va mourir. On sait que l'univers va vers son usure et vers sa mort thermique. Et donc tout ce qui a une fin a forcément un début. Donc on sait que l'univers a un début parce que l'univers ne peut pas s'user de manière éternelle. Donc, enfin, je veux dire, il serait déjà mort sinon. L'univers ne peut pas s'user de manière éternelle. Et comme on voit comme on voit l'univers tout simplement aller vers sa mort thermique, grâce à la deuxième loi de la thermodynamique, encore une fois, eh bien, on sait que l'univers a une fin. Si l'univers a une fin, l'univers a un début. Quel est ce début ? Eh bien, on n'en sait toujours rien. Et c'est toujours important de se rappeler qu'on n'en sait rien et que penser à ce rien, nous dit Étienne Klein, ça n'est pas penser à rien. C'est un joli jeu de mots, mais c'est quand même une vérité, et que penser ce rien, c'est penser l'origine de l'univers. Voilà, il y a encore d'autres chroniques très intéressantes d'Étienne Klein, notamment une où il nous parle du temps et du fait que le temps, la flèche du temps, en réalité, eh bien, c'est le passage de l'état initial à l'état final selon la deuxième loi de la thermodynamique dont je viens de vous parler. Donc véritablement, en fait, il y a encore d'autres chroniques qui sont très intéressantes. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 autres dont je t'ai pas parlé, mais qui sont véritablement intéressantes et qui nous montrent en réalité que tout n'est pas relatif, que la vérité existe, qu'il y a des savoirs objectifs, une connaissance objective que l'on peut appréhender. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas abandonner dans ce monde un petit peu nihiliste où aujourd'hui tout se vaut, où les vraies informations eh bien, sont égales aux fausses informations, dans ce monde où eh bien, on n'a plus l'habitude de savoir comment se forment les savoirs scientifiques et du coup, eh bien, on ne sait pas à quoi on peut faire confiance, à quelle connaissance, à quelle vérité on peut faire confiance et à quelle vérité on ne peut pas faire confiance. Donc ce livre est bien en fait pour nous rappeler tout ça et pour nous rappeler eh bien, que si beaucoup de choses sont subjectives, si on a tous des biais idéologiques, eh bien, il y a quand même des savoirs objectifs qui sont appréhendables par l'être humain et que eh bien, c'est bien de s'enquérir de ce savoir pour pouvoir augmenter sa compréhension du monde. Voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. En tout cas, moi, je vous dis à tous à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude. Merci à tous d'être toujours de plus en plus nombreux. Merci pour votre confiance. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.